Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV. Le lundi en supplément à 13h30 également, des émissions que vous retrouvez évidemment chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition du lundi, la semaine macro qui s'annonce particulièrement intense avec tout d'abord la décision de politique monétaire attendue du côté de la Banque Centrale Européenne. Et avant cela, nous aurons également, les investisseurs prendront connaissance du nouveau chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois de mars. La publication du CPI américain est attendue ce mercredi, donc la veille de la décision de la Banque Centrale Européenne. Des enjeux importants alors que le marché acte d'une certaine divergence en matière de chemin de politique monétaire désormais entre la Fed et la Banque Centrale Européenne. Si le marché continue de voir la BCE baisser ses taux à partir du mois de juin, peut-être avec 3 ou 4 baisses de taux possibles pour cette année 2024, le marché, à l'inverse, est en train de réduire ses anticipations concernant le chemin de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine après des chiffres d'emploi vendredi qui ont encore montré la résilience de l'économie américaine à ce stade, et le marché n'anticipe plus désormais que 2, peut-être 3 baisses de taux cette année pour la Fed, avec un démarrage qui ne se ferait plus en juin ni même en juillet, mais plutôt en septembre. Voilà pour la situation. Discussion à suivre avec François Cabot, économiste senior chez AXA IM, qui sera avec nous en plateau. Et puis comme chaque lundi à la mi-journée, nous retrouvons notre quart d'heure américain et notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, avec nous pour balayer l'actualité du moment sur le plan de la politique américaine. Qu'en est-il des aides attendues pour l'Ukraine, Israël, Gaza, Taïwan? Les discussions au Congrès doivent normalement reprendre à ce sujet. Et puis pour la partie plus business, le retour de la microéconomie qui se fera cette semaine, en fin de semaine notamment, avec la publication des premiers grands résultats pour le premier trimestre et ceux du secteur bancaire, notamment avec les comptes trimestriels de JP Morgan, Citigroup ou encore Wells Fargo attendus ce vendredi. Nous en parlerons d'ici quelques minutes avec Pierre-Yves Dugas qui sera en visioconférence avec nous comme chaque lundi à 13h30. Mais d'abord, le printemps des banques centrales et de la politique monétaire, c'est le sujet à la une avec François Cabot, économiste zone euro chez AXA IM. Bonjour François. Bonjour. Merci bien d'être à nos côtés en plateau. Je crois que les banquiers centraux européens ont toutes les informations possibles à ce stade pour former leurs décisions ce jeudi. Ce sera la date de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Tout le monde attend un nouveau statu quo de la part de la Banque centrale européenne, mais quand on écoute certains poids lourds, François Villeroy de Galhau ou encore l'italien Piero Cipollone qui vient d'intégrer le directoire de la Banque Centrale Européenne, on a le sentiment que ce sera peut-être difficile d'avoir un statu quo qui rassemble une unanimité pleine et entière à ce meeting. Quelle peut être la tournure des débats et quel peut être le terrain de compromis trouvé par Christine Lagarde en termes de communication pour ce meeting du 11 avril, François ? Non, je crois qu'effectivement, la sphère de données est limitée. C'est-à-dire qu'on est 4 semaines après le dernier meeting, et donc on a eu une donnée d'inflation principalement qu'on a eu la semaine dernière, qui en soi résume bien l'affaire. On a été surpris à la baisse, mais il n'empêche que l'inflation domestique reste stable et à niveau élevé, 4% sur les services. Donc je pense que là-dessus, la conclusion pour moi est simple, c'est qu'ils sont d'accord pour ne pas être d'accord. C'est l'unanimité pour ne pas être d'accord, pour ne rien faire, effectivement, parce que l'environnement de données est relativement limité. Et ça a été très bien dit de manière très claire dès le mois de mars. On en saura un peu plus en avril, mais on en saura beaucoup plus en juin. Donc là, je pense qu'effectivement, on va avoir un statu quo en termes de communication. Une donnée qui ne donne pas vraiment d'indication, avec encore une fois une surprise à la baisse, mais des services qui tiennent plutôt mieux que prévu. Et donc, de nécessité d'en savoir plus, avec des données notamment de comptes nationaux beaucoup plus Détaillé, exactement, ouais. Autant sur l'activité, sur les profits que sur les salaires, qui leur permettront effectivement, on l'espère, de trouver un consensus, peut-être pas unanimité, mais en tout cas un consensus fort au moment du mois de juin, pour baisser les taux, et c'est ce que nous prévoyons, et en ligne avec le marché, de manière assez consensuelle maintenant, mais surtout pour donner une direction. Où est-ce qu'on va après juin? Et là, on a effectivement besoin d'avoir une vérification sur les hypothèses clés qu'a énoncé la BCE en mois de mars sur un rebond cyclique de leur productivité du travail, peut-être, de notre point de vue,
pas franc, en tout cas pas déjoint. Et vous l'indiquez effectivement, la saison des résultats qui commence, et on du coup se rendre compte à quel point est-ce que les profits des entreprises, en tout cas en Europe, pourraient commencer à devenir être aider à la baisse de l'inflation. Exactement, c'est ça. Exactement, se réduire. La boucle prix-profit et non pas prix-salaire. Se décélérer pour en absorbant les coûts salariaux et de ce fait permettre effectivement d'être rassuré sur une trajectoire de baisse des taux. Comment peut se former la négociation? Alors sur la base des éléments que les banquiers centraux européens peuvent avoir aujourd'hui, si on maintient le statu quo pour cette réunion, est-ce qu'il y a un enjeu pour la réunion du mois de juin et celle qui suivra dès le mois suivant, en juillet par exemple, François? Est-ce qu'on peut imaginer une négociation entre les deux parties du Conseil de ce point de vue-là? Je pense que pour ce mois-ci, pour cette réunion-là d'avril, c'est très clair. Hein. Ils se sont mis d'accord en mars, on ne fera rien. Il n'y aura pas de surprise. Exactement, il n'y aura pas de surprise. Et c'est justement ça, toute l'affaire va se délier quelque part dans les 8 prochaines semaines avec ces données. Est-ce qu'elles viennent vraiment confirmer le scénario de la BCE, auquel cas ils peuvent se mettre d'accord sur juin rapidement, sans trop de difficultés, et donc du coup sur juillet, ou alors on y va mais à petits pas parce qu'on n'est pas vraiment confiant sur ces hypothèses-là, et donc on s'est globalement mis d'accord sur juin en se disant finalement la barre est vraiment très haute pour ne pas baisser les taux, mais sur juillet on attend finalement encore un trimestre entier parce qu'on a donné que des données trimestrielles sur ces comptes nationaux détaillés, et donc du coup on ne fera que septembre en se disant que si ça va plus vite, on ne ferme pas la porte à juillet, mais en restant très dépendant des données. Et c'est d'ailleurs notre scénario chez nous où on attend effectivement depuis l'été dernier une première baisse en juin, en septembre et en décembre, en disant que cette persuasion des données va prendre du temps parce qu'elle n'est que trimestrielle, et on a besoin effectivement de cet ensemble d'informations pour que le Conseil des gouverneurs prenne cette décision avec le plus grand consensus possible. Est-ce que on peut imaginer que Christine Lagarde aimerait bien avoir une majorité, j'imagine, pour sa première baisse de taux, quand même, d'afficher une majorité plus qu'un consensus solide, ce serait quand même, j'imagine, voire une unanimité, peut-être même. D'ailleurs, c'est ce qu'elle cherche peut-être pour le mois de juin. Le scénario que vous décrivez chez AXA IM, donc baisse chaque trimestre, juin, septembre, décembre. Est-ce qu'il intègre également l'idée d'une reprise cyclique, conjoncturelle en zone euro? On a eu des données dures de production industrielle en Allemagne qui tranchent un petit peu avec l'ambiance des enquêtes, qui reste quand même toujours assez pessimiste, quand bien même là aussi on voit des enquêtes remonter légèrement. Et est-ce que cette reprise cyclique en zone euro peut générer un risque inflationniste supplémentaire? Alors, oui et non, au sens que oui, on a une reprise, mais très modérée. C'est-à-dire qu'on a une prévision à 0,1 pour ce trimestre-là, 0,1 de croissance sur le PIB au deuxième trimestre, et après 0,2 au troisième et quatrième trimestre. Donc on vient de 0, donc oui, on accélère, mais de manière très modérée. On n'a pas du tout une reprise qui indiquerait qu'on a un output gap négatif, et du coup, on réaccélérerait au-dessus du potentiel. On a quelque chose de vraiment très ténu, très modéré. Et là-dessus, nous, notre idée qui nous tient dans notre scénario et qui nous a donné raison depuis 18 mois finalement, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a un équilibrage très compliqué sur l'offre et la demande. Alors la demande, oui, est ténue et ne se porte pas bien, mais aussi parce que l'inflation et réaction politique monétaire et bientôt la politique budgétaire qui va aider dans ce sens-là. Mais on sent aussi qu'on a des contraintes d'offres qui sont prégnantes, qu'on voit sur les problématiques de recrutement, qu'on voit sur la croissance de la productivité. Donc on sent bien qu'il y a quand même une difficulté à envisager un rebond très fort. Et puis, et là c'est peut-être la surprise de ce matin, et à voir si elles sont confirmées dans les prochains trimestres, mais on sent bien qu'il y a une vraie divergence sectorielle, services manufacturiers, et notamment aussi en Allemagne, on voit aussi les secteurs énergétiques qui restent largement délicatesse. Donc, une grande partie de ce rebond surprenant de la production industrielle allemande ce matin, c'est la construction. C'est quelque chose qui était très, très négatif, qui faisait du moins 20% sur le trimestre de mémoire au T4, et là qui rebondit très fortement. Donc je pense qu'effectivement, on n'est pas encore dans ce scénario-là où on peut être pleinement plus optimiste. On est loin du décollage de la fusée, quoi. Voilà, absolument. Oui, je comprends. Absolument. Comment vous regardez également les enjeux en matière de politique budgétaire ? Là aussi, du point de vue de la politique monétaire, c'est un facteur, j'imagine, qui entre en compte, notamment dans ce qu'on appelle le policy mix. On attend toujours des banques centrales qu'elles nous offrent une guidance, forward guidance. Est-ce qu'il y a un peu de fiscal guidance également du côté des décideurs de politique budgétaire en zone euro aujourd'hui ? Si oui, qu'est-ce que vous en comprenez ? Et qu'est-ce que cette dimension budgétaire peut apporter, ou non d'ailleurs, au policy mix européen dans les prochains mois et les prochains trimestres ? Une contribution peut-être cachée au
des investisseurs, mais en tout cas qui pour nous va apparaître au grand jour dans les prochains jours. Ça, je pense, c'est vraiment la donnée qui, dans le calendrier européen, est toujours un peu cachée au mois d'avril. On a ce qu'on appelle la publication de la mise à jour des programmes de stabilité et de croissance. Donc, le semestre européen. Exactement, du semestre européen, et qui, compte tenu probablement de la performance des spreads ces derniers mois, a été probablement mis un peu sous le tapis en se disant, de toute façon, ceci n'a pas lieu d'être et en tout cas n'est pas une variable dépendante, explicative des spreads. Mais là, je pense vraiment qu'il y a matière à regarder de manière très scrupuleuse les programmes de stabilité italiens et français, qui sont les deux pays pour lesquels on a effectivement des dérapages budgétaires importants en 2023, et sur lesquels on a une question pour moi, de suroptimisme de la croissance, en tout cas telle qu'elle avait été publiée au mois de septembre, donc qui est à revoir et revoir à la baisse. Et puis également, dans les deux cas, à la fois sur le plan du côté italien avec le super bonus, qui est très bien reparti sur les 2 premiers mois d'exécution de l'année budgétaire 2024, dont on a resserré la vis une nouvelle fois. On rappelle, c'était 110% de subvention des travaux à la maison. Hein, tout à fait. Et donc du coup, qui a généré effectivement le rebond de croissance italien qu'on a eu ces 2 dernières années, c'est la construction. Oui. Et donc du coup, si on enlève ça, effectivement, on se dit bien que le fondamental est plutôt faible. Et donc, effectivement, de se rendre compte des plans, de leur crédibilité, à la fois d'un point de vue de performance économique, et de se dire à quel point est-ce que cette non pas une contraction, mais cette relative rigueur, j'ose pas à peine utiliser le mot, de chacun des pays peut ralentir la croissance, ou en tout cas peut être un élément négatif. Et puis surtout, d'un point de vue des marchés, être un peu ce qui met la puce à l'oreille, de dire mais où est mon fondamental, où est ma valeur macro là-dedans, qui a été largement écrasée ces derniers mois. Et on peut se dire qu'effectivement, s'il y a un élément déclencheur ces prochaines semaines, parce que c'est au cours du mois d'avril, et normalement on a le plan italien demain, se rendre compte, est-ce qu'il y a une crédibilité qui est toujours là, ou au contraire on marche un peu sur des œufs et on ne sait pas très bien où on va, et tout ça est trop optimiste. Et effectivement, à voir ce que les gouvernements décident, et ça va être clé à la fois pour la réévaluation du risque de la part des marchés, et également du point de vue de la politique monétaire européenne, pour se rendre compte effectivement à quel point est-ce que cette politique budgétaire peut devenir de fait beaucoup moins allante, mais carrément soutenir quelque part un ralentissement cyclique à la suite de ça. Est-ce que, au-delà du débat sur le put des banques centrales, est-ce qu'il y a toujours un put budgétaire venant de l'Europe, avec notamment l'enveloppe, alors ça nous ramène évidemment au lendemain de la pandémie, mais l'enveloppe Next Gen EU qui existe toujours, est-ce que ça représente un put budgétaire, un put sur l'économie de la zone euro devant nous encore ? Je crois pas. Malheureusement, je pense que le gros des bonnes nouvelles a été pricé et probablement peut-être un peu surattendu. Quand on voit le développement, l'exécution de ces plans-là, si on prend simplement le plan italien comme exemple, qui est d'ailleurs le plus gros bénéficiaire, c'est de ce pays-là, c'est ce pays-là qui va en bénéficier le plus, et c'est de ce pays-là dont on attend le plus de nouvelles positives, notamment vis-à-vis de la soutenabilité de sa dette publique, in fine. Et on voit qu'il y a grosso modo 85-90 milliards qui ont été déboursés, que l'Italie a reçus, et ils en ont dépensé en gros 25-30 milliards maximum a priori. Donc il y a quand même un retard à l'allumage sur la réception et l'implémentation des fonds, et surtout aussi sur ces contraintes, en tout cas ces conditions sur lesquelles les fonds seront après potentiellement à recevoir, et celles-ci vont être de plus en plus difficiles et dépendantes de la mise en place effective des réformes entre-temps et des investissements entre-temps. Donc là, effectivement, de se dire qu'il y a encore une vague positive et une surprise à la hausse là-dessus, je pense vraiment pas là-dessus. On est plus sur l'implémentation. Est-ce qu'on dépense effectivement de manière utile et productive l'argent qu'on a reçu et qu'on va recevoir, et là-dessus, on peut commencer déjà à avoir un petit peu des doutes. Qu'est-ce qui se passe si la Fed ne baisse pas ses taux, ou en tout cas ne les baisse pas autant que ce qu'on n'imaginait jusqu'à présent, autant que ce que la Fed elle-même a signalé encore lors de son prochain meeting, c'est-à-dire 3 baisses de taux à commencer sans doute à partir du mois de juin. Est-ce que c'est un calendrier que vous avez confirmé encore chez AXA IM ? Il y a la donnée d'inflation du mois de mars qui semble clé peut-être pour les stratégistes et les prévisionnistes de ce point de vue-là, mais est-ce que vous entendez le risque tel que le marché le considère aujourd'hui, c'est-à-dire une première baisse peut-être pas avant septembre ?
Alors, tout à fait, c'est un risque. C'est pas notre scénario. On a une baisse symétrique parallèle de la BCE et de la Fed en juin, sur laquelle suit donc 3 baisses de taux de la BCE et 4 baisses de taux de la Fed, sur lesquelles on pourrait renier largement sur la dernière qu'on a mise intermeeting sur le meeting d'octobre-novembre, et celle-ci, elle peut largement être enlevée. Par contre, là où pour moi, si vous voulez, enfin, on prend la question différemment, c'est pas tant... est-ce qu'elle démarre avant ou après? Je comprends. Donc, pour moi, la BCE, c'est clairement juin et la Fed pourrait être très clairement être septembre. Mais la question, c'est quelle est la suite? Est-ce que c'est 2 ou 3 de la Fed ou alors est-ce que c'est pas du tout en 2024 et combien en 2025? Est-ce qu'on peut avoir une vraie divergence? Parce que jusque-là, les marchés ont été pricés et repricés en parallèle. Et là, on a simplement 25 points de base de moins sur la Fed que sur la BCE sur 2024. Il n'y a pas que le point de départ. Exactement. Et puis sur l'ensemble de la trajectoire. Là, par contre, si on va avoir une vraie remise en question avec une divergence cyclique, on parlait de contraction, en tout cas de frein à la croissance côté budgétaire européen, on pourrait en avoir un positif côté américain. Est-ce qu'on peut avoir une vraie divergence supplémentaire, plus que ce qu'on connaît aujourd'hui du côté de la croissance, et donc du coup sur les trajectoires de politique monétaire de chaque côté de l'Atlantique? Là, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout pricé et sur lequel, justement, cette perception du risque là dont on parlait, qui était pas du tout, qui était largement mis de côté pour l'instant. On était sur une vague, on surfait de risk-on allègrement pour être revu au goût du jour, effectivement, et avec une politique monétaire dont le frein a été que très faible à la fois en Europe et aux États-Unis, et dont on attend finalement les effets négatifs. Et plus on reste haut longtemps, plus de fait ce coup d'arrêt peut devenir abrupt à l'horizon, et donc du coup de revenir un repricing de risque à l'aune de ces développements-là, effectivement. Bon, enjeu majeur pour les décisions de Banque centrale devant nous, avec l'inflation américaine pour le mois de mars qui sera publiée ce mercredi, et bien sûr la communication de Christine Lagarde à l'issue du conseil des gouverneurs de la BCE qui se tiendra ce jeudi. Merci beaucoup François d'avoir été avec nous en plateau. François Cabot, économiste zone euro chez AXA IM. Chaque lundi à 13h30 pour la demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, nous retrouvons également notre correspondant américain pour notre quart d'heure américain hebdomadaire. Pierre-Yves Dugas est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver au démarrage de cette semaine. Alors, qui verra effectivement le chiffre d'inflation américain pour le mois de mars, qui verra la décision et la communication de la Banque centrale européenne, mais qui verra également le retour des résultats d'entreprise avec les premiers résultats américains, notamment cette semaine. Je crois qu'on a Delta Airlines dans le secteur aérien, et puis surtout les poids lourds du secteur bancaire, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, qui publieront leurs résultats ce vendredi. Quel est l'état d'esprit dans lequel on a envie d'aborder cette saison de résultats du premier trimestre aux États-Unis, Pierre-Yves? Oui, le grand bal des résultats va donc être entamé par Delta Airlines. On va voir ensuite ce que nous fait JP Morgan Chase. JP Morgan Chase, vendredi, avec Wells Fargo, c'est très intéressant parce que ce sont des sociétés qui sont représentatives de la demande de crédit dans l'ensemble de l'économie. Donc c'est toujours intéressant. Pour l'information de nos auditeurs, le Big Tech ne va publier ses résultats qu'à partir du 23 avril. Globalement, si je prends les chiffres de FactSet qui sont très bien faits, on anticipe tout secteur confondu en termes de earnings per share, de bénéfices par action, une progression de 3,2% pour les 500 sociétés dans le S&P 500. Souvenez-vous, au début du mois de janvier, on anticipait un gain de près de 6%. Donc on a eu au cours des dernières semaines, dans l'ensemble, plutôt des révisions à la baisse. Néanmoins, si on est dans le positif au cours de ce premier trimestre, on pourra dire que l'on a connu aux États-Unis 3 trimestres consécutifs de progression des bénéfices par action. Sur les 11 secteurs dans la typologie de Standard & Poor's, 7 s'annoncent en hausse, en particulier ce que l'on appelle aux États-Unis les utilities, et je n'arrive jamais à trouver une bonne traduction en français pour ça, parce que quand je dis service public, on m'ouvre de grands yeux. Activité, on dit chez nous. Pardon ? Service aux collectivités, on dit chez nous. C'est magnifique. C'est en gros la génération et la distribution électrique, et même chose pour le gaz, et l'eau pas tellement. La technologie s'annonce positive, et cette catégorie un peu curieuse, dite des produits du secteur de la consommation discrétionnaire. En revanche, on anticipe une baisse des revenus,
des bénéfices par action pour l'énergie, pour les produits de base et les matières premières, également pour les banques. 79 entreprises au cours des dernières semaines ont plus ou moins explicitement poussé les analystes à réviser à la hausse leurs perspectives de résultats. Micron Technology, par exemple, dans les semi-conducteurs, GE Aerospace, qui est le nouveau pôle de motorisation d'avions de General Electric, qui n'est plus un conglomérat désormais, et quelques valeurs pétrolières, alors que l'ensemble du secteur pétrolier s'annonce à la baisse. La remontée des cours du pétrole, tout de même, au cours des dernières semaines, permet à des sociétés comme Marathon Oil, Valero, Oxypetrol, par exemple, d'anticiper probablement des résultats un petit peu moins à la baisse que ce que l'on anticipait. Il y a un potentiel de surprise important, à mon avis, dans le secteur de l'énergie. Pour les banques, bien sûr, regardez l'évolution des marges, regardez le discours également du management de ces banques à l'occasion de la présentation des résultats sur l'évolution de la demande dans le secteur des fusions et acquisitions. C'est toujours des choses très importantes, notamment pour JP Morgan Chase, pour Goldman Sachs évidemment aussi. Dans le secteur de l'assurance, je viens de le vérifier pour ma déclaration d'impôt, les primes d'assurance propriété dommages, mais également les primes d'assurance pour l'assurance automobile explosaient. Elles ont explosé beaucoup au cours des derniers mois. Je ne suis pas trop inquiet pour le secteur de l'assurance. Peut-être une mention particulière pour Nvidia. Nvidia qui, à elle seule, va représenter à peu près la moitié des profits de sa catégorie Information Technology de Standard & Poor's. On anticipe pour cette catégorie un gain de 19%. Si l'on retrouve Nvidia, on tombe à peu près à 9%. Mention spéciale aussi pour Boeing, qui est toujours au fond du trou, qui n'a plus vraiment de patron, puisque le patron a annoncé sa démission pour la fin de l'année et que le conseil d'administration cherche un nouveau PDG. Boeing, qui de fait voit son cash flow plafonné par une décision du régulateur fédéral de l'aviation civile, puisqu'on a plafonné à 38 appareils par mois le taux de production de Boeing, et comme il gagne de l'argent en livrant des avions, s'il ne peut pas les produire, il ne peut pas les livrer, son cash flow est plafonné. Ça serait, dans cette période de transition du management chez Boeing, peut-être le moment de charger la barque. Bon, coup d'envoi donc cette semaine. Alors il y a Delta Airlines techniquement qui publie ce mercredi, mais le vrai coup d'envoi commencera avec le secteur financier et bancaire, notamment ce vendredi. JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, je crois que BlackRock ou encore State Street publient également leurs résultats dans le secteur financier, dans le secteur de la gestion d'actifs. Pierre-Yves, où en est-on des travaux du Congrès américain, notamment sur les packages d'aide destinés à l'Ukraine, à Israël, à Gaza ou encore à Taïwan? Grégoire, là, vous commettez une énorme erreur. Vous oubliez les choses vraiment importantes. Les choses vraiment importantes pour les Américains qui votent, c'est la reconstruction du pont du Beltway autour de Baltimore. Il va falloir qu'ils se penchent sérieusement là-dessus et qu'ils se décident rapidement pour trouver des enveloppes de crédit sur une base bipartite pour financer le pont qui s'est effondré de manière spectaculaire. Mais vous avez raison, bien sûr, Grégoire. D'un point de vue international, l'avenir du paquet de l'aide américaine à l'Ukraine est absolument fondamental. D'abord parce que on parle de gros montants tout de même. Hein. C'est 60 milliards de dollars qui ont été promis par le Sénat lors d'un vote mi-février, rien que pour l'Ukraine, sur un paquet total de 95 milliards qui comprend aussi de l'aide pour Israël, de l'aide humanitaire et également quelques 5 milliards pour Taïwan. Le Sénat, sur une base bipartite, à 70 voix pour, 30 contre, a adopté l'aide à l'Ukraine. Le président Biden implore la Chambre des représentants de faire la même chose, mais c'est très compliqué, la Chambre des représentants, qui est pratiquement divisée en deux maintenant, avec pratiquement autant de représentants démocrates que de représentants républicains. Et en gros, la moitié des républicains sont contre l'aide à l'Ukraine. Et la question qui se pose pour le speaker de la Chambre est de savoir comment va-t-il faire accepter à sa conférence, c'est-à-dire à l'ensemble des représentants de son parti, le Parti républicain, cette aide à l'Ukraine. Ou bien il prend le texte tel qu'il a été adopté par le Sénat et il le soumet à un vote, ce qui n'est pas la solution préférée de la droite du Parti républicain, soit il cherche à édulcorer ce package
notamment en reprenant à son compte quelques suggestions faites par un certain Donald Trump qui est en campagne et qui dit, par exemple, nous n'allons pas donner d'argent à l'Ukraine, nous allons leur faire des prêts. Quelle est la valeur de cet argument? On n'en sait rien. On peut aussi imaginer que pour faire avaler la pilule aux isolationnistes, parce qu'il faut dire le mot, du Parti républicain, on pourrait, par exemple, demander des sacrifices aux démocrates sur d'autres sujets, notamment cette décision de l'administration Biden d'interdire l'ouverture de nouveaux ports pour l'exportation de gaz naturel, quelque chose qui n'a pas du tout plu aux républicains, qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, mais qui pourrait satisfaire des républicains récalcitrants. Autre possibilité pour faire accepter les choses aux isolationnistes républicains, leur demander que l'on saisisse des biens, des actifs russes. Le problème, c'est qu'il faudrait négocier ça avec les Européens parce que beaucoup de ces actifs russes qui sont gelés sont en fait sous contrôle d'institutions européennes. À quel horizon on peut espérer une décision, Pierre-Yves? Alors là, your guess is as good as mine. J'ai vu 2 ou 3 républicains sérieux nous dire « cette affaire peut traîner jusqu'en juillet ». Ça serait catastrophique naturellement pour l'Ukraine. L'argument du président Biden et l'argument des républicains au Sénat qui sont favorables à cette aide est que l'Ukraine a un besoin urgent, que cette affaire traîne depuis trop longtemps et que le conflit est en train de basculer en faveur des Russes. Il faut donc absolument intervenir et 60 milliards de dollars, c'est quand même un montant considérable pour se procurer des armes et des munitions. Les choses pourraient être réglées en une quinzaine de jours, mais elles peuvent traîner encore plusieurs semaines. Beaucoup Pierre, merci pour votre éclairage hebdomadaire sur ces enjeux de politique américaine et les enjeux business, bien sûr, avec le début des résultats d'entreprise qui commencera cette semaine. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque semaine pour ce quart d'heure américain dans Smart Bourse sur Bismart. La grande édition ce soir à 17h en direct et le tout à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.